Et voilà, Bonjour, bonjour, c'est bon. On peut y aller, Hervé, c'est si tu bon. souhaites. D'accord, parfait. Donc bonjour les amis. Bonjour donc à cette nouvelle rencontre digitale de France Payment Forum. Tout le monde connaît maintenant France Payment Forum, hein, l'association de l'écosystème des paiements français. On a effectivement dans notre association des industriels, des juristes, des banques, euh, des consultants, des prestataires, bref, des fintechs. On a pratiquement des représentants de l'ensemble de la sphère des paiements. Dans cette sphère des paiements, il y a un nouveau-né, une nouvelle-née. C'est la cryptosphère des crypto-paiements. Voilà, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui démarre un peu difficilement en Europe quand on voit la dynamique internationale. Donc, une nouvelle rencontre, ce n'est pas la première que nous faisons sur ce sujet, à la fois pour apporter à tous un point d'actualité précis et des perspectives en ce domaine. Comme vous pouvez le voir, on a deux panels prestigieux ce matin avec des experts qui vont nous permettre de répondre à l'ensemble, j'espère, de vos questions sur ce sujet. Alors, comme vous le savez, nous nous organisons ce type d'événement à la fois pour faire en sorte que chacun dispose de l'information, pour faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait un engagement pour développer cette cryptosphère qui est indispensable comme deuxième rail dans les paiements au niveau européen. Et puis aussi, ne le cachons pas, parce que nous cherchons toujours à élargir notre association. Et donc, nous vous invitons, si vous n'êtes pas membre de notre association, à nous rejoindre, hein. Vous trouverez le bulletin d'adhésion sur notre site francepaymentforum.eu donc sur le web. Voilà, merci à tous. Merci euh, orateurs qui sont présents ce matin. Merci aux organisateurs. Alors, bien sûr, aux deux co-animateurs du GT Crypto Paiement de France Payment Forum, à savoir Michel Kazaka et Nicolas Kozakiewicz, mais aussi à tous les autres. Merci au secrétariat général, Yves et Marie-Claude, tout le travail d'accompagnement, aussi à Isabelle qui a accompagné dans la campagne de communication et puis d'autres comme Mehdi, hein, effectivement. Merci à tous. Je passe la parole donc à Michel pour ouvrir la session. Merci Michel, à Merci, toi. merci beaucoup, Hervé, pour l'ouverture de cette session de notre rencontre digitale qui est devenue maintenant une tradition annuelle à France Payment Forum depuis quelques années. Et effectivement, nous avons maintenant cette perspective de comparer l'évolution de l'adoption en France. Comme vous voyez, nous avons un programme assez dense. C'est une double matinée, c'est un double événement. En première partie des keynotes, en deuxième partie une table ronde. Sans trop m'attarder, je vais tout de suite donner la parole à Hubert de Vauplane, donc qui est partenaire à Kramer Levin, très très bien connu dans tout l'écosystème crypto depuis le début. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien l'évolution réglementaire, juridique, conformité et même business de cet écosystème. Donc Hubert, merci de votre participation avec nous aujourd'hui. La parole est à vous pour votre keynote. Merci à tous les deux, Michel et Hervé. Vous m'entendez bien tous? Très Parfait. bien, très bien. Formidable. Bien, je suis ravi Parfait. de cette possibilité de vous dire quelques mots. Enfin, quand on dit qu'un avocat dit quelques mots, il faut se méfier. Mais bon, je compte sur les organisateurs pour me faire signe, même si la technique fait que je vois plus mon écran que le reste. Alors, en fait, je trouve cette matinée absolument passionnante parce que c'est le titre comme le contenu, c'est faire le pont finalement entre ce qu'on appelle traditionnellement la TradFi, la finance traditionnelle, et le monde de la blockchain et la crypto. Et ce pont entre ces deux mondes, les stablecoins en sont l'illustration. Et derrière les stablecoins, les hommes et les femmes qui travaillent sur ces sujets sont la manifestation concrète de ce pont, puisque la plupart des personnes qui travaillent dans ce secteur viennent tous du monde des paiements ou des finances traditionnelles, à commencer par moi-même. Donc je trouve ici qu'on a une bonne illustration
de cette, comment dire, de ce pont, pardon, justement dont je parlais, entre les deux et qui est l'objet de cette matinée. Alors, j'ai fait une présentation sur 5 points que vous avez sous les yeux. Il y en a certains sur lesquels je passerai plus vite. Mais l'idée est de planter le décor afin de pouvoir justement ensuite un peu plus approfondir tel ou tel point. Un élément qu'on n'a pas forcément en tête, et je trouve qu'il est intéressant d'y revenir, alors, on n'a pas beaucoup de données ici. La source, c'est l'étude qui est faite chaque année par KPMG et l'Association des professionnels des cryptoactifs, des actifs numériques, la DAN, donc qui date de 2023, où on voit finalement comment dire, la part que représentent les cryptos dans la population comme personnes qui ont adopté déjà au moins une fois les cryptos, mais aussi surtout ici la part dans les volumes mondiaux des transactions. Donc on s'aperçoit que la France, elle n'est pas à la traîne, mais enfin elle n'est pas dans le top des pays européens en la matière. Et on retrouve ceci d'ailleurs sur cette part de la population, 11% de la population française qui ont eu à faire, si je puis dire, aux cryptos. Quand on regarde un peu plus dans le détail et quand on regarde les cryptos style Bitcoin ou Ethereum ou les cryptos comme des NFT ou les stablecoins, en fait, c'est vraiment le monde des cryptos dans ces 3 catégories qui est les plus utilisées. Les stablecoins restent encore peu utilisés. Et ce qu'on voit, ce que l'étude ne dit pas, mais qu'on constate, c'est qu'en fait, les utilisateurs de crypto arrivent au stablecoin après avoir déjà acheté généralement soit un NFT, soit un crypto, puisque comme on le verra tout à l'heure, le stablecoin fait justement ce pont entre le monde dit fiat, donc le monde des paiements de la finance traditionnelle, et le monde des cryptos. Autrement dit, c'est lorsqu'on a déjà acheté des cryptos que bien souvent, on se dirige vers stablecoin. Donc 11% de la population française serait détenteur de crypto, 26% se disaient favorables l'année dernière au développement des cryptos, et les raisons qui sont invoquées pour ceux qui n'y sont pas favorables ou réticents, c'est la volatilité et comment dire, les interrogations sur notamment sous l'angle monétaire. Donc, à quoi peuvent servir les cryptos, on le verra un peu plus loin, mais avant, il faut s'interroger d'où viennent les stablecoins qui sont une des formes de crypto, encore une fois. N'oublions pas que le stablecoin naît, je le dirai un peu plus tard, une des manifestations des cryptoactifs. Donc, si on se focalise maintenant sur les stablecoins, si on remonte bien évidemment à octobre 2008, la publication du white paper sur le Bitcoin, et il faut attendre un peu longtemps quand même, il faut attendre 2014 pour voir la création du Realcoin. Et le Realcoin, c'est l'USDT qui n'était pas sur la même technologie que celle d'aujourd'hui, mais donc il faut attendre finalement 6 ans pour voir se développer, enfin se créer ce qu'on appelle aujourd'hui, on verra plus en détail, un stablecoin. Et il faut encore attendre 3 ans pour que finalement Tether transfère finalement la technologie sur l'ERC20, qui est un des protocoles de Ethereum et qui permet aujourd'hui encore d'avoir ce stablecoin indexé sur le dollar américain sur le protocole Ethereum. C'est ensuite à partir de 2017 qu'on voit d'autres stablecoins, je cite les plus connus. Le premier stablecoin décentralisé, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est le DAI par la DAO Maker en 2017. Et puis le premier stablecoin émis par un émetteur américain, puisque Tether a un lien avec les États-Unis par le dollar, mais n'est pas enregistré ou régulé aux États-Unis, ni nulle part d'ailleurs. Donc, c'est l'USDC de Circle qui est l'USDC, c'est finalement un partenariat entre Coinbase, une des grandes plateformes des cryptoactifs, et Circle, un nouvel acteur dans le monde des paiements, dont le président charismatique, justement, a des idées assez arrêtées sur les liens entre la finance traditionnelle et les cryptoactifs via les stablecoins. Alors, quand on dit stablecoin, de quoi parle-t-on? D'abord, on voit qu'on en parle.
on voit qu'on en parle dans les journaux, dans les journaux de grandes revues comme Le Monde, dans les journaux de revues, et je prends que les journaux français spécialisés comme Les Échos ou même la revue Banque. Et puis, pour ne parler que de la Banque de France, elle aussi s'intéresse, et je n'ai pas ici cité, ça serait beaucoup trop long, tous les rapports qui ont été effectués par soit des banques centrales, soit des institutions financières internationales, notamment le FSB. Mais on sent que depuis 3-4 ans, le sujet porte plus d'ailleurs sur les stablecoins que sur les cryptoactifs dans leur ensemble. Pourquoi? J'aurai l'occasion souvent d'y revenir, puisque la question est en quelle mesure les stablecoins portent-ils atteinte ou non à la stabilité financière, et ça, c'est le point central, bien sûr, du FSB, ou en tous les cas, s'il ne porte pas atteinte aujourd'hui, encore pourrait-il porter atteinte demain, potentiellement, non seulement les cryptoactifs, mais les stablecoins à cette stabilité. Donc, quand on parle stablecoin, de quoi s'agit-il? Le mot important, c'est celle d'une parité, hein, puisque c'est un cryptoactif qui est adossé à une monnaie légale, le dollar ou l'euro, ou une autre monnaie, il n'y a pas d'exclusion, où ici, le cryptoactif vaut $1, et sa promesse, c'est de toujours valoir l'actif sous-jacent, donc $1 ou €1. Donc cette parité, dénommée PEG, comme vous le savez, quand elle n'est pas respectée, ce qu'on appelle le DPEG en bon franglais, c'est ce qui est arrivé sur l'USDT, justement celui de Tether, en mai 2022, pendant l'une des crises nombreuses, et ce ne sera pas la dernière qu'a connue le monde des cryptoactifs. Alors, comment assurer cette parité 1 pour 1 via des réserves ou collatérales, des réserves en monnaie fiduciaire? Et tout l'enjeu est de s'assurer que ces réserves soient bien constituées de dollars, je reste sur le dollar, et j'allais dire à 100%. Tel n'est pas le cas. Quand on regarde de près et qu'on ouvre le capot de la plupart des émetteurs de stablecoin, il est assez rare, pour ne pas dire ce n'est quasiment pas le cas, que les émetteurs de stablecoin aient $1 en réserve pour un stablecoin émis. C'est plutôt 0,80, 85, 90, 98. Et le solde est placé en actifs plus risqués, ce qui explique aussi les fameux DPEG. Donc l'un des enjeux, quand on s'intéresse au stablecoin, c'est d'aller vérifier le contenu de la réserve, donc de quoi est-elle constituée, mais aussi surtout où est-elle déposée. Est-elle déposée dans des banques? Est-elle déposée dans des trusts? Est-elle déposée dans des sociétés qui ne sont pas régulées, dans des pays qui n'ont pas de réglementation sur les stablecoins et les émetteurs de stablecoins? C'est toutes ces questions juridico-pratiques qu'il faut se poser face à un stablecoin quand on fait une analyse finalement classique sur ces stablecoins. J'y reviendrai en conclusion. Il y a plusieurs formes de stablecoin. J'en ai cité une, qui sont celles qui fonctionnent avec des réserves. Il y en a une autre qui fonctionne sous forme algorithmique, où ici, c'est un algorithme qui régule la quantité de stablecoin en fonction du prix. J'en parlerai moins pour tout un tas de raisons. D'abord parce que les volumes sont plus faibles. Ensuite, parce qu'on peut se demander s'il s'agit véritablement de stablecoin dans la promesse qui est faite. Alors, qu'est-ce que c'est toujours un stablecoin? Est-ce que c'est de la monnaie électronique? Tout d'abord, dans quel sens on entend cette expression, au sens européen du mot, au sens américain, au sens des réglementations nationales, etc. En tous les cas, un stablecoin n'est pas de la monnaie légale. J'ai même dû le mettre en rouge, en gras et en surligné. Il n'a pas de cours légal et ils ne sont pas créés grâce à des réserves obligatoires auprès d'une banque centrale, contrairement justement aux monnaies commerciales. Autrement dit, ils ne rentrent pas dans les agrégats monétaires, en particulier dans M3. Ce qui est intéressant, parce que ça repose la question que j'évoquais tout à l'heure, dans quelle mesure les stablecoins peuvent-ils ou non participer directement ou indirectement à un risque de stabilité financière? Et bien, tout dépend de savoir comment on les catégorise. Et là-dessus, les débats, il y en a encore un peu, mais restent légèrement ouverts. Donc, ce n'est pas de la monnaie banque centrale, ce n'est pas de la monnaie commerciale. Question, est-ce qu'un peu c'est de la monnaie privée? On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, reste à savoir qu'est-ce que c'est de la monnaie privée, mais ce n'est pas de la monnaie au sens banque centrale, c'est sûr. On a ce fameux règlement européen que tout le monde a entendu parler, MiCA, qui nous dit que les stablecoins, qu'on appelle les electronic money tokens, sont un type de cryptoactifs. Donc, autrement dit, le choix qui a été fait, ce n'est pas de mettre les stablecoins dans la directive service de paiement,
c'est de mettre les stablecoins dans le règlement MiCA. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ceci. Il y a une raison d'abord technologique. Les stablecoins utilisent une blockchain, et comme les autres cryptoactifs. Mais il y a une autre raison pragmatique, c'est que la DSP3, comme vous le savez, n'était pas en phase suffisamment avancée pour traiter le sujet, et que donc il a sans doute été considéré plus efficace de traiter le sujet des stablecoins via MiCA, qui en plus prend la forme d'un règlement, contrairement à la DSP3. Et MiCA est intervenu après les travaux du Financial Stability Board, qui, comme vous l'avez sous les yeux, établit 3 critères finalement pour déterminer en quoi peut-on caractériser un stablecoin. Donc, quand on parle de stablecoin, il y a quelques mois, il y a quelques années encore, si je vous avais dit Tether, si je vous avais dit Circle, si je vous avais dit MakerDAO ou DAI, vous m'auriez dit, mais de quoi parles-tu? De quoi parle-t-on? Ça ne nous parle absolument pas. Aujourd'hui, ce sont des mots et ce sont des noms et des émetteurs qui sont de plus en plus connus. On verra d'ailleurs peut-être tout à l'heure s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas ces noms-là. Mais voilà, je veux dire, le paysage des stablecoins, c'est largement démocratisé, le mot est sans doute un peu fort. En tous les cas, c'est largement ouvert vers le monde de la finance traditionnelle. Tout comme pour les cryptoactifs, le nombre de stablecoins émis est assez important. Alors, il y en a plus de 10 000 cryptoactifs. Il n'y a que environ 200 stablecoins en circulation. Donc, je n'en parle que de quelques-uns, hein, les 3 que j'ai évoqués. J'ai aussi mis quelque part, je crois, il y a le stablecoin de Binance, le BNB aussi, mais finalement, oui, c'est ça, et celui de PayPal, le PUUSD. Donc, on voit un acteur, c'est ça qui est intéressant, un acteur du monde du paiement traditionnel, PayPal, émettre son propre stablecoin. Là encore, de quoi parle-t-on à propos des stablecoins? Et quand on regarde ici la réglementation, c'est pas Hubert de Voplan qui vous le dit ou toute autre personne qui était convaincue dans les cas d'usage. MiCA nous dit les cryptoactifs, donc en ce compris les stablecoins, peuvent offrir des possibilités de paiement moins onéreux et plus rapides et plus efficaces, notamment dans un contexte transfrontière. Tout est dit, moins onéreux, plus rapide et plus efficace. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qui existe forcément, par rapport donc soit au monde de virements et de manière générale des paiements traditionnels, soit plus largement par rapport au monde de la finance traditionnelle, ce qu'on appelle la TradFi. Donc la promesse en quelque sorte des stablecoins et plus largement des cryptos, c'est moins cher, moins lent et c'est peut-être aussi plus rapide et plus efficace. Et en tous les cas, c'est en ce sens qu'ils sont vus, c'est qu'ils apportent une rupture technologique qui peuvent avoir, dans des cas d'usage, un intérêt pour l'utilisateur. Alors justement, quels sont ces avantages? Je viens de le dire, des transactions sécurisées du fait de la technologie, transparentes du fait que, comme vous le savez, tout ce qui est inscrit, si je puis dire, dans la blockchain peut être lu par tout un chacun, des exécutions plus rapides, puisqu'on est en vrai temps réel, cette fois-ci, et des paiements, alors là, on touche le sujet sensible, sans intermédiaire, en tous les cas, avec moins d'intermédiaires. Alors, vous savez, quand on regarde l'histoire de la désintermédiation depuis plusieurs générations, toute désintermédiation conduit à faire apparaître de nouveaux intermédiaires. Hein. Enfin, je fais une parenthèse, mais non pas des paiements sans intermédiaire, mais je dirais des paiements avec d'autres intermédiaires et des intermédiaires qui ont une approche sur les frais, notamment, totalement différente par rapport aux intermédiaires classiques. Vous avez dans les box en dessous des 3 éléments d'autres précisions que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur les avantages, ce sont principalement ceux qui sont évoqués. Alors, quelques cas d'usage sur les stablecoins. Parmi tant d'autres, j'en ai choisi certains. Donc, celui qui m'est venu à l'esprit dans le paiement du retail, le paiement de détail, c'est l'association entre le monde des cryptos, donc des PSAN, des prestataires sur actifs numériques jusqu'au 31 décembre, aux prestataires de services sur cryptoactifs à partir du 1er janvier, et les prestataires de paiement. On voit apparaître aujourd'hui des cartes de paiement en France, mais aussi plus d'ailleurs hors de France, des cartes de paiement sous forme d'applications mobiles ou autres, pour faire le lien, justement, ce pont entre le monde fiat, le monde du paiement
traditionnel et le monde des crypto-actifs. Vous avez en France des acteurs comme Desblocs, Ledger, Bitpanda qui proposent des cartes dont le contenu est un crypto-actif, stablecoin ou non, et qui permet de faire ses achats sur le monde, dans le monde des crypto-actifs via cette carte. Vous avez aussi des applications mobiles, Lizzy associé à Binance Pay ou Crypto.com Pay, qui sont disponibles pour faire des paiements en crypto à l'aide d'un simple flash. Vous voyez qu'on retrouve finalement des modes opératoires non seulement proches, mais qui sont issus du mode opératoire du monde des paiements. Simplement, le sous-jacent, si je puis dire, n'est pas de la monnaie légale, mais un cryptoactif ou un stablecoin. Un autre cas d'usage, proprement dit, c'est son utilisation sur les plateformes elles-mêmes. Alors, c'est là où c'est intéressant, parce que quand on regarde le marché des stablecoins, j'ai mis quelques chiffres que j'ai eu du mal à trouver, à faire le lien, et je ne suis pas complètement satisfait de ces slides, pour être franc. En tous les cas, si je veux résumer, quand on regarde le volume quotidien des cryptoactifs dans leur ensemble, aujourd'hui, 50% de ce volume quotidien est issu des stablecoins. D'accord ? Par contre, quand on regarde le volume, la capitalisation boursière des cryptoactifs, les stablecoins ne représentent qu'un peu moins de 200 milliards sur plus d'aujourd'hui 3500 milliards. Je vais donner des chiffres plus précis sur les paiements en stablecoin, mais c'est déjà des chiffres qui donnent d'excellents indicateurs sur la taille de marché et sa dynamique. Voilà. Et alors, un des usages du stablecoin, c'est de faire ce pont, et notamment l'activité Forex, c'est-à-dire vous voulez passer d'un euro à un dollar, ou plus exactement d'un euro à un dollar, ou à une représentation du dollar. Eh bien, aujourd'hui, on voit des acteurs qui se spécialisent, qu'on appelle l'offre off et on-ramp, qui fait ce lien entre le monde traditionnel et des paiements, qui est un vrai marché Forex fondamentalement. Bon, vous avez les chiffres traditionnels du Forex, on est encore assez loin sur le monde des stablecoins, mais c'est un cas d'usage sans doute parmi les plus prometteurs. Plus anecdotique aujourd'hui, mais historiquement, c'est celui qui a été utilisé. Les stablecoins sont des modes de paiement pour les transactions NFT, pour les services financiers sur cryptoactifs, sur les opérations de staking, sur les opérations de pool, sur les liquidités de marché, etc. Donc là, c'est à la fois plus technique, mais en termes de volume, c'est quand même beaucoup moins important que ces off et on-ramp dont je parlais tout à l'heure. Pour terminer, quelques enjeux liés au stablecoin. D'abord, le business model des émetteurs. Alors, c'est presque, comment dire, les émetteurs de stablecoin, ils n'ont pas inventé le plomb qui se transforme en or, mais enfin, pas loin. En fait, c'est très, très simple comme business model. J'émets un jeton qui représente une monnaie légale. Je place cette monnaie légale sur des actifs à rendement sécurisés, T-bills, T-bonds en US dollars, et je garde le rendement de ces T-bills, T-bonds que je ne redistribue pas aux porteurs. Donc, vous avez compris pourquoi Tether gagne des milliards par an avec quelques centaines de personnes uniquement pour s'occuper de cet émetteur, puisque le business model, c'est de ne pas, aujourd'hui en tous les cas, redistribuer les fruits issus des T-bills et des T-bonds, mais de les garder comme les intérêts de l'émetteur lui-même. Donc on est en tous les cas dans le business model aujourd'hui, dans un business model qui, en période, non pas de hausse des taux, mais de taux positifs, est très favorable, bien évidemment. Et vous imaginez que c'est une question que posent les régulateurs, et notamment l'ACPR, lorsque deux émetteurs ont choisi la France pour émettre leur stablecoin, que sont Société Générale Forge d'une part et Circle France d'autre part. L'une des questions posées à la CPR, c'est montrez-nous votre business model avec des taux d'intérêt négatifs. Comment vous faites ? On y reviendra peut-être. Une autre question qui revient, bien évidemment, de la part du régulateur, c'est le risque de contrepartie. Je disais tout à l'heure, est-ce que les stablecoins sont de la monnaie privée ? C'est un sujet sensible, mais si on le place uniquement sous l'angle du risque de contrepartie, est-ce que les proof of reserve constituent des garanties prudentielles ? Non.
Non, ce n'est qu'une preuve de réserve, une preuve par celui qui l'émet, qui n'engage que lui en quelque sorte. Que se passe-t-il en cas de bank run, en cas de course au guichet pour aller chercher, faire sa conversion de stablecoin en monnaie dure et solide? On a eu quelques exemples justement lors de la faillite Terra Luna, où on a eu un vrai bank run sur un stablecoin, mais c'est effectivement une question. Juste le timekeeper, si on peut conclure dans une minute à peu près. C'est le cas. Merci. Et le troisième risque, bien évidemment, c'est les risques liés à la banque qui détient les réserves de cash. Autrement dit, il n'est pas totalement sécurisé de se dire les actifs en réserve détenus par l'émetteur de stablecoin sont dans une banque. On a eu les cas des 3S, notamment 3S pour les 3 banques qui commençaient par un S, la plus connue étant la Silicon Valley Bank pour l'USDC, où ces banques ont été en faillite, et donc ça a posé des vrais sujets sur le risque de contagion de la faillite de la banque, enfin un peu qui fait le rôle de banque de cantonnement pour la monnaie électronique. Imaginez qu'une banque de cantonnement fasse faillite. Que se passe-t-il pour la monnaie électronique? C'est le même sujet pour les stablecoins. Vous avez la banque qui détient une partie ou la totalité des réserves, elle fait faillite. Que se passe-t-il pour l'émetteur de stablecoin? Dernier enjeu proprement dit, c'est celui des compétitions avec les monnaies numériques des banques centrales. Dans quelle mesure les stablecoins constituent-ils une concurrence ou un enjeu pour les MNBC ou les CBDC? Selon une étude qui vaut ce qu'elle vaut, les paiements internationaux continueront bien évidemment d'utiliser la forme numérique, et la question se pose de savoir laquelle des deux dans la concurrence entre les CBDC et les stablecoins seront finalement les vainqueurs de cette concurrence. En tous les cas, la promesse faite par les stablecoins, c'est des économies de frais, des économies de coûts pour toutes ces transactions internationales. Et donc, ces enjeux stratégiques, vous les avez ici, et c'est ma conclusion, vous avez ici ces enjeux avec la réglementation européenne sur MiCA, qui est la seule région globale, ou en tous les cas, régionale, disposant d'une réglementation en dur sur les stablecoins. Le fait qu'aujourd'hui, 98% des stablecoins émis sont des stablecoins émis en US dollars. Le fait que les émetteurs de ces US dollars, pour les plus gros d'entre eux, Tether, n'est pas régulé, ni en Europe ni aux États-Unis. Le fait que le futur président élu des États-Unis a émis son propre stablecoin adossé au dollar. Et donc voilà tous les enjeux, ainsi que d'autres, qui pourraient être discutés aujourd'hui. J'espère avoir tenu mon temps. Merci de votre écoute. Merci infiniment, Hubert. C'était assez riche, assez dense, assez généreux. Je sais que tu nous as promis de rester avec nous jusqu'à la table ronde, donc on aura le temps des questions-réponses un peu plus tard. Juste par respect du temps, on va passer directement. Je pense que Hervé, tu veux dire un mot, mais il faut passer directement à la keynote. Oui, je voulais juste dire un mot. C'est dire que la question principale qui a été la question de Libra, c'est moins la question du stablecoin en lui-même, bien sûr, c'est le fait qu'un réseau social de puissance mondiale puisse avoir son propre stablecoin, et dans ce cas-là, effectivement, ça devient une puissance monétaire et financière redoutable et qui va s'affronter donc aux monnaies locales avec la fameuse formule « la mauvaise monnaie chasse la bonne ». C'est vraiment ça qui a été la cristallisation du débat sur les stablecoins. Mais je m'arrêterai là.